Rendez-vous sur Géopolitique Profonde et aussi sur sa revue. Je rappelle une semaine de gratuité, que ce soit sa version papier ou sa version Internet. Vous avez accès ainsi à l'espace privé qui permet des formations sur la décentralisation financière. Il est encore temps. Je ne sais pas si c'est pour encore très longtemps. Noël approche, donc les produits dérivés de Géopolitique Profonde. Le MOG, évidemment, que nous avons tous autour de cette table, GPTV, celui qui appartient en propre, mais vous pouvez vous le procurer dans cette boutique à Mike Borowski. Il ne faut pas avoir peur, évidemment, de Klaus Schwab. Et sinon, les bonnets, les casquettes, les suites à capuche et tout ce qui va avec. Faites-vous plaisir, c'est Noël. Nous avons une émission qui est spécifique aujourd'hui. J'avoue que ce ne sont pas des sujets que j'ai l'habitude, en ce qui me concerne, à traiter. On va le faire avec toutes les précautions d'usage parce que ce sont des sujets lourds, douloureux, à la fois pour les personnes qui veulent bien aujourd'hui venir témoigner, sur aussi bien les institutions, les personnes qui pourraient éventuellement être mises en cause. Nous mettons donc tous les points d'interrogation, tous les bémols, tous les conditionnels nécessaires afin, non pas par lâcheté ou crainte de représailles, mais tout simplement parce qu'il faut respecter à la fois ceux qui pourraient être mis en cause et aussi ceux qui témoignent aujourd'hui. Donc on le fait avec toute l'éthique de responsabilité qui s'impose à l'ensemble de l'équipe de Géopolitique Profonde. Je salue d'abord la maman dont il est fait état dans ce préenregistrement pour les besoins de l'émission. Bien, nous dirons bonjour Cindy. Bonsoir. Voilà. Et bienvenue sur ce plateau de Géopolitique Profonde. Merci à vous de m'avoir invité. Mais merci d'avoir répondu à cette invitation. Voilà. Et vous êtes assisté, si j'ose dire, Cindy, par Maître Kichenin, Bhavani Kichenin, que je salue aussi. Bonjour et donc bienvenue sur ce plateau de Géopolitique Profonde pour parler de cette affaire. L'affaire qui engage votre cliente et qui est là aussi. Vous avez eu l'une et l'autre le courage de venir témoigner à visage découvert. On rappelle une marche blanche pour plus d'éclaircissement, pour réclamer justice demain à Châtelet-Malabry, donc dans le 92, sur cette affaire particulièrement douloureuse. Moi, ce que j'aimerais, déjà, dans un premier temps, Maître Kichenin, avant de laisser la parole à la maman, Cindy, c'est que, si vous le voulez bien, nous fassiez, je dirais, les grandes lignes de l'affaire, afin qu'on comprenne bien de quoi il s'agit ce soir. Bien sûr. D'abord, bonsoir. Je vous remercie de nous recevoir. Les grandes lignes de l'affaire, on va commencer le 14 février 2024, où l'enfant de Madame Cindy, qui est âgée de 3 ans à ce moment-là, revient du centre de loisirs Jules Verne, qui se trouve à Châtenay-Malabry, et qui demande, arrivé au domicile, à sa mère de l'accompagner aux toilettes, alors qu'elle est parfaitement autonome. Sa mère l'accompagne, et l'enfant hurle de douleur pour uriner, et elle se rend compte de la présence de taches de sang dans le sous-vêtement de l'enfant. S'ensuit un appel au 15, aux urgences, et là, un périple d'hôpitaux en hôpitaux, et finalement, on diagnostique à l'enfant une plaie vaginale de 5 mm à moins d'1 cm, qui nécessite la position de 3 points de suture. Et elle est donc hospitalisée sous anesthésie générale, et elle subit cette intervention, et on referme et on suture la plaie par 3 points. À la suite de cela, une enquête préliminaire s'ouvre, dure quand même 4 mois. À l'issue de cette enquête préliminaire, et pourtant alors que figure au dossier ce compte-rendu d'hospitalisation de l'enfant avec cette apposition de 3 points de suture sur sa plaie vaginale, cette enquête préliminaire mène à ni plus ni moins qu'un classement sans suite pour défaut d'éléments suffisants. C'est ce qui est particulièrement choquant,
Ce qui est particulièrement choquant également, c'est que concomitamment à ce qui s'est produit pour l'enfant de Madame Cindy, il y a également eu d'autres plaintes qui ont été déposées pour des faits semblables sur des profils de victimes semblables au même centre de loisirs, dans une fenêtre temporelle très proche, très petite, et que les autres plaintes ont été également classées sans suite. C'est bien. À cela s'ajoute une communication du maire de Châtenay-Malabry, qui a fait des communiqués pendant l'enquête en disant que l'enquête était en cours et qui a annoncé les classements sans suite des plaintes en parlant pluriel, avant même que les familles n'aient été mises au courant par la notification de classement faite par le procureur le 12 juillet. Monsieur le maire de Châtenay-Malabry, Carl Ségaud. Absolument. À cela, parce que ce n'est pas terminé, s'ajoute le fait que Madame Cindy fait aujourd'hui l'objet, comme vous l'avez très bien dit, d'une procédure ASE, aide sociale à l'enfance, à la suite d'une information préoccupante, et elle est donc directement visée quant à savoir si l'enfant ne courrait pas un risque en étant dans ce cadre familial. Diligenté, on le rappellera, par le président du conseil départemental du 92, Georges Siffredi. Absolument. Et ça, c'est l'article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles qui nous le dit. C'est-à-dire c'est vraiment sous la direction du président du conseil départemental qui est chargé de recueillir, de traiter l'information préoccupante. Donc il y a là un maillage qui laisse à questionner. Voilà. Donc factuellement, on en est là. Et cette information préoccupante tourne très mal puisqu'aujourd'hui, le procureur est saisi de cette information préoccupante avec une potentielle saisine derrière du juge des enfants, à savoir si Madame Cindy est capable ou pas de garder l'autorité parentale et la garde de ses enfants. Alors, Maître Kishnin, j'aimerais, même si c'est difficile, qu'on entre un petit peu dans les détails de l'expertise médicale, oui. Déjà, parce qu'avant d'évoquer le fait qu'il y a, semble-t-il, plusieurs plaintes qui ont été classées sans suite par le procureur ou le substitut du procureur en 92, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il est ressorti des examens médicaux, bien évidemment, qui ont eu lieu suite à la plainte de la maman de cette petite fille. Alors, il est très clair de ces examens médicaux qu'on note l'existence de cette plaie, que cela nécessite, c'est une plaie qui est saignante, et ce diagnostic est fait le lendemain, donc le 15 février. Et le 15 février, on considère que cette plaie est saignante. Donc, elle est là, qu'il faut absolument intervenir pour la suturer. Et là où c'est particulièrement choquant, c'est que l'enquête préliminaire table sur la chute et vraiment ne parle que de l'hypothèse de la chute, axe toutes les questions sur la chute et que les médecins qui sont interrogés excluent la théorie de la chute. Le premier en disant que, en tout cas celui qui s'exprime le plus clairement là-dessus et en disant, et celui d'ailleurs qui avait vu cette plaie qui n'a pas été vue tout de suite parce qu'elle était vraiment profonde, il dit clairement que le fait que la plaie soit franche exclut que ce soit une chute, va à l'encontre, in extenso, va à l'encontre du fait que ça puisse être une chute. C'est écrit dans le rapport d'expertise. C'est écrit dans le rapport d'expertise et ce rapport d'expertise fait partie des éléments d'enquête préliminaire qui étaient au dossier et qui ont motivé, en tout cas qui ont fait l'objet d'études avant de décider si on classe sans suite ou pas. Et alors le procureur de la République, c'est lui qui diligente en fait, en plus, qui a la main sur tout cela, sur l'expertise. Qu'est-ce qui s'ensuit ? Eh bien, pas grand-chose. À chaque fois qu'on a des questions à chaque fois que des questions sont posées sur la théorie de la chute, et à chaque fois que les personnes répondent, ben non, en fait, c'est pas une chute, ou il y a très peu de chances que ce soit une chute. Les médecins, assermentés, exactement, et qui sont intervenus. C'est-à-dire là, on parle du médecin qui a quand même vu et qui a remarqué cette plaie. Parce qu'il y avait les saignements, il y a eu une première consultation qui a été faite uniquement en externe, pour ne pas, c'est ce que le médecin dit, pour ne pas fausser les futures analyses potentielles. Et qui n'avait donc pas vu forcément l'existence de cette plaie qui était en interne et profonde. Arrive la deuxième consultation aux UMJ, donc unité médico-judiciaire de Garches, où ce médecin diagnostique et voit cette plaie franche et dit qu'il y aurait besoin de points de suture. Et c'est ce même médecin qu'on rappelle en lui demandant
est-ce que vous pensez que ça pourrait être une chute? Parce qu'encore une fois, on est toujours sur cette théorie de la chute qui obsède absolument tout le monde. Une fois que ce médecin dit clairement que ça va à l'encontre, le fait que la plaie soit franche va à l'encontre de la théorie de la chute, plus rien ne se produit. C'est-à-dire que... C'est extraordinaire, ça. C'est exactement ça. Plus rien ne se produit. On ne va pas au-delà. On ne va pas au-delà. On ne cherche pas d'approfondissement. On ne va pas au-delà. Enfin, en tout cas, au niveau du procureur. Absolument. Non seulement on ne va pas au-delà, mais en plus on classe sans suite pour défaut d'éléments suffisants. C'est ce qui est quand même, c'est ce qui est assez fou. Moi, mon raisonnement juridique, c'est de dire qu'en fait, cette enquête préliminaire, je ne prédispose de rien, mais je constate qu'elle a été axée sur la théorie de la chute. Soyons cartésiens. Il y a une plaie. OK. Il y a une plaie, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Très bien. Ils sont allés sur uniquement cette hypothèse. Très bien. Mais ils ont donc eu la réponse que cette hypothèse était à évacuer. Donc, il n'en reste plus qu'une autre d'hypothèse. Lorsqu'on a une plaie et que ce n'est pas une chute, puisque l'enquête préliminaire a permis de montrer que ce n'était pas une chute, en fait, du coup, il reste quoi? Il reste le viol. Mot tabou, s'il en est, que vous employez, vous. Que j'emploie, mais que j'emploie par mon raisonnement juridique. Mais cette piste, à aucun moment, n'est... Mais jamais. Mais d'ailleurs, la plainte est déposée même pas pour viol, mais pour agression sexuelle. C'est-à-dire même dans le soupçon de ce qu'il y a pu y avoir, et là je laisserai bien évidemment Mme Cindy nous raconter tout son périple, parce que c'est un périple et c'est pas normal qu'on en soit là aujourd'hui. Je vais être très trivial, mais en effet une agression sexuelle, parfois un simple baiser volé, une main aux fesses est constitutive d'une agression sexuelle. Ce que vous constatez, ce qui est constaté par les médecins n'a absolument rien à voir avec une agression sexuelle. C'est un viol manifeste. Oui, le viol c'est de la pénétration. Mais là, lorsqu'il y a une lésion dans un organe, c'est qu'il y a forcément une force suffisamment importante qui a créé cette lésion. On a vu que cette force n'était pas due à une chute grâce à l'enquête préliminaire. Donc cette force est forcément due à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, et ça devient un viol. Enfin, il faut mettre les mots. Et si demain il devait y avoir des études plus approfondies, ce serait sur cet angle-là. Il y a un moment, il faut qu'on soit que les adultes reprennent leurs responsabilités. Quitte à écarter cette hypothèse, pourquoi pas? Mais il faut que les mots soient dits. Et là, on a l'impression qu'on marche, on avance de tabou en tabou, mais devant une réalité qui s'est bien produite et dont les victimes souffrent, la victime souffre, sa mère également, et on est confronté en fait à cette espèce de politiquement correct, qui n'est même pas juridiquement correct, qui est juste politiquement correct, et de ne rien dire et de surtout ne pas dire un mot plus haut que l'autre devant une atrocité pareille. Je trouve que c'est irresponsable d'adopter cet aspect très lisse des choses. On va revenir sur le reste, Bien sur sûr. d'autres plaintes sans suite, parce que semble-t-il, c'est pas la seule. C'est pas une erreur ou manifeste. Il y a quelque chose. Si ça se reproduit, comme vous le dites, dans une fenêtre temporelle de quelques semaines, où plusieurs plaintes sont d'abord déposées, classées sans suite, on est au-delà, d'où l'évocation, avec point d'interrogation, avec toutes les précautions d'usage, de réseau, de pédocriminalité, alors que ces sujets sont actuellement d'actualité. En tout cas, on ne peut que noter dans un premier temps, au vu des exposés, une certaine forme de légèreté des pouvoirs publics. Ils auront peut-être à en rendre compte, surtout sous la pression de la rue. Dernier point peut-être avant... de demander et de poser des questions à la maman. Donc ce qui est toujours mis en avant, c'est que l'enfant serait casse-cou, c'est ça? Donc il est casse-cou. Est-ce qu'il y a... alors, elle serait tombée. Il y a des... je crois qu'il est précisé certains lieux qui auraient pu occasionner ce type de blessure. Absolument, absolument. Des jeux d'enfants dans un centre de loisirs, quoi. Donc un manège à 4 branches... très arrondi, parce qu'on connaît les dispositifs dans ces centres-là qui ne sont pas du tout propices à créer ce genre de plaie. Mais déjà, en plus, en termes de sécurité, si réellement Oui. ceci était évoqué, il devrait y avoir des conséquences en termes de sécurité. On pourrait déposer plainte, même pour cela. Ouais, Attention, quand on est sur ce genre de soucis, vous les avez aussi dans les établissements, tous les établissements scolaires. Bien sûr. Il y a normalement des rapports, d'ailleurs, de sécurité sur ce genre d'instruments et qui peuvent donner lieu à qui donnent normalement lieu à des rapports. Donc même cela, si réellement c'était ça, Oui. ben ça pourrait même être
problématique Oui, pour le centre, hein, bien sûr. pour le savoir et pour Bien la sûr. mairie. Hein. Évidemment. C'est bien connu. Bon, bah, écoutez, maître, je reviens très vite vers vous dans ces échanges, mais je voulais rendre la parole à vous, Cindy. Hein. Pour les usages de cette émission, c'est ainsi en tout cas que, sans nom de famille, nous vous interpellerons, si j'ose dire, Cindy. Donc, vous êtes maman de cette petite fille qui a 3 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu de ce qui a été ce jour où vous vous êtes rendu compte de ce qui s'était passé et nous en faire le descriptif le plus précis pour qu'on puisse comprendre? Bien sûr. Je suis arrivée dans ce centre de loisirs vers 18h, entre 18h10 par là, parce que je commençais à récupérer d'abord mon fils. Oui. Et j'arrive. Vous avez travaillé toute la journée. Vous allez ensuite récupérer vos enfants, c'est ça? Votre fils et ensuite votre fille. Et là, j'arrive, je vois une dame qui tient ma fille, qui accompagne ma fille, parce que ma fille, elle avait tendance à courir quand j'arrive. J'avais fait déjà une demande à l'école, quand je venais la chercher, pour que je puisse rentrer à l'intérieur, parce que j'avais peur ces croisements des maîtresses et elle qui courait. Et donc, du coup, le directeur m'avait autorisé de rentrer parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer à l'école pour récupérer les enfants. Mais c'était exceptionnellement parce que lui aussi, il avait vu le danger que moi, j'ai vu quand elle courait, quand elle me voyait. Et ce jour-là, elle n'a pas couru, mais on lui tenait la main et puis elle arrive vers moi. Je lui ai donné son petit gâteau avec son frère. On a pris le chemin de la maison et quelques minutes après, elle pointait en bas et elle dit mal. Il faisait nuit, c'était en février comme ça, il faisait nuit. Et je lui dis, on avance, il y a un arrêt de bus, on va s'asseoir et je vais vérifier les chaussures. On arrive à cet arrêt, j'enlève la chaussure, je secoue, je remets la chaussure. On a avancé un tout petit peu, elle réclame encore, et là je lui dis, bon, peut-être c'était l'autre jambe. J'enlève la chaussure, je secoue. Encore, j'ai dit, ah, c'est des chaussettes, c'est des cailloux. J'enlève, je secoue, jusqu'à qu'on arrive à la maison. Et là, quand elle arrive à la maison, elle me dit, maman, pipi. Et je lui dis, vas-y, pupus, tu sais comment. Et elle est aux toilettes et elle va. Mais je crois qu'elle n'avait pas fait pipi. Quelques minutes après, elle revient, j'étais avec ma soeur au téléphone, elle revient, elle insiste en disant maman pipi, maman pipi. Je dis à ma soeur, bon, je l'accompagne, je crois qu'elle a envie que je l'accompagne. Je te rappelle après. Et je l'accompagne aux toilettes et je baisse son pantalon, je baisse sa culotte et je vois ses traces de sang. Et j'ai paniqué, je me suis dit, j'ai pas pensé à ça. J'ai mise par terre pour voir qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain. Et là, mon Dieu, on voyait rien. C'était horrible. Il y avait du sang sur elle. Oui. C'était tout conflué. Je lui ai dit, maman, tu vas faire pipi avec maman. J'ai ramené aux toilettes sur moi. Je lui ai dit, pipi, si tu peux aller, fais pipi maintenant. Elle a hurlé, ma fille. Elle a fait pipi et j'ai appelé tout de suite les 15 pour leur dire, j'ai trouvé du sang dans la culotte de ma fille, je fais quoi? Voilà. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital et j'ai appelé une copine, je lui ai essayé d'expliquer et elle m'a dit, attends-moi, on va pas toute seule. Et puis, on va aller ensemble. J'ai habillé mon fils.
Et on est parti à l'hôpital Béclair. Quand j'arrive là-bas, ce médecin consulte ma fille, elle me dit de prendre des photos. J'ai pris des photos et elle m'a rien dit. Elle m'a dit de rentrer chez moi et demain d'appeler Garches. Je suis rentrée chez moi, j'ai donné du Doliprane à ma fille. Elle avait mis du Doliprane à donner à la petite. J'ai mis mes enfants au lit. Je crois qu'on est rentré, il était 1h du matin. Je suis restée assise sur mon canapé jusqu'à 8h50. Parce qu'on m'a dit, Garches, ça ouvre à 9h. À 8h50, j'ai pris mon fixe et je les ai appelés. Et quand j'appelle, la dame, elle me dit, mais madame, c'est pas comme ça se passe. Vous ne pouvez pas venir comme ça, c'est le procureur qui vous oriente ici. Et là, je lui dis, mais du coup, je fais comment? Elle me dit, il faut d'abord aller au commissariat. Je lui ai dit, d'accord. J'ai réveillé mes enfants. Je lui ai dit, on va aller au commissariat. Oui. J'arrive au commissariat, j'attends, je patiente. Et vers midi, on nous reçoit et la dame, elle me dit, attendez madame, je vais aller voir le service concernant. Et la dame, elle descend, elle me dit, rentrez chez vous, on va vous appeler. J'ai dit, d'accord. J'ai fait quoi maintenant? Elle me dit, oui, on va vous appeler. Le compte rendu du médecin, ça suffit. Vous pouvez donner du Doliprane à votre enfant, comme c'est écrit, lavez-la. Je lui dis, d'accord. Et puis je suis rentrée chez moi, j'ai donné à manger à mes enfants. J'ai pris mon fixe et mon portable. Le fixe, je regardais sur Internet de gynécologue pédiatrie, parce que ma fille, elle n'avait pas été consultée le soir même. Et on ne vous aide pas plus que ça, finalement. Vous êtes totalement livré à vous-même, depuis le début. Oui. Et du coup, je m'ai appelé de trouver un gynécologue pédiatrie. Et je crois que c'était vers 15h ou 16h, j'étais au téléphone, j'arrêtais pas d'appeler, on me disait non, on ne prend pas les enfants. Et là, je retombe sur Béclair, c'était un numéro, c'était Béclair, mais côté urgence. Ils avaient quelqu'un, mais je ne pouvais pas ramener la petite. Et puis la dame, elle me dit, attendez, on vous rappelle. Et là, Béclair me rappelle, mais c'était l'assistante sociale qui me disait... je suis désolée, madame, c'est vous qui êtes passée hier avec votre fille, on va appeler le procureur. Et j'ai dit, ok, j'attends. Et tout de suite après, le commissariat m'appelle, me dit, oui, madame, est-ce que vous pouvez quand même passer d'abord ici, porter plainte? Parce que normalement, il faut d'abord porter plainte avant d'y aller. Ou sinon, aller d'abord à Garches et puis revenir. Je lui dis, de toute façon, je ne peux pas. Là, ma fille, elle doit voir quelqu'un. Donc ça sera après. D'accord. Et du coup, je suis allée à cet hôpital de Garches. J'ai attendu, je suis arrivée vers 18h. Oui. Et le médecin est arrivé tout de suite après. Il arrive, il me dit, madame, moi, je ne fais pas de prélèvement. Et puis, il y avait une stagiaire qui m'a demandé d'être présente. Je lui ai dit, oui, vous pouvez. Donc, du coup, on était à 4 dans cette salle. Oui. Et ils ont commencé à prendre des photos de ma fille. Je voyais ça sur un grand écran. C'était vraiment... Même vos écrans, c'est pas aussi grand. J'avais l'impression que mon cœur était là, mais sans être là. Je voyais seulement. Mais ce qui était dur, c'est parce que j'arrivais pas à dire pourquoi ça m'arrive à moi, parce que j'avais l'impression, quand je le disais, c'était comme si je suis une autre petite et je méritais né. Et puis, ce médecin, il écrit, il me dit, madame, vu le saignement, votre fille, elle a besoin de points. Point de suture. Oui. Et je prends ce papier, le document qu'il me donne, et j'ai dit à ma sœur, toi appelle Trousseau, moi je vais appeler Neckers pour voir s'il y a des
des chirurgiens pédiatriques, comme ça on ne fait pas plusieurs allers-retours. S'ils ont des chirurgiens pédiatriques sur place pour que on puisse faire 2 points à la petite. Elle appelle Trousseau. Moi, je crois que j'avais appelé Neckers, moi. Et ils me disent, madame, on ne sait pas, mais il faut venir sur place. Et puis, je dis à ma soeur, viens, on va à Neckers. Et on a pris le taxi. Et quand on arrivait vers l'hôpital en question, je reçois le coup de fil de Béclair. C'était vers 19h. Ils me disent, on vous a trouvé quelqu'un, un chirurgien à Kremlin-Bicêtre. Et je dis à ce Tex-Men, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire un détour, plutôt aller à Kremlin-Bicêtre. Et ils ont trouvé un médecin là-bas pour ma fille. Il m'a dit, j'ai entendu votre conversation, j'étais déjà à point de le faire. J'ai dit merci beaucoup. On est arrivé à Kremlin-Bicêtre vers 20h30, 20h par là. Et j'ai commandé à manger du coup pour mes enfants, parce qu'on était trop dans... Et mes enfants, ils ont mangé, ce médecin arrive, me dit je vais nettoyer votre fille. Elle m'a posé des questions pour savoir si depuis la petite elle avait vu quelqu'un. Je lui ai dit non. Et elle n'a pas été lavée, ni rien du tout. Et elle m'a dit, je vais la nettoyer. Je vais essayer de faire quelque chose de joli pour qu'elle ne soit pas complexe en grandissant. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, ce médecin. Puis, j'ai attendu jusqu'au moment qu'elle est rentrée. Je l'ai accompagnée pour l'anesthésie. Quand ils l'ont pris pour la salle d'opération, je suis descendue en bas pour pleurer. Parce que je n'avais pas pleuré. Du 14 au 16, je n'avais pas pleuré. J'ai dit, à chaque fois, je disais, il faut que tu sois forte. Il faut être forte. Elle a besoin de toi. Tu peux pas. Même quand j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, je me récise et je faisais, réveille-toi, tu fais quoi? Et là, je me suis permis de pleurer, de crier fort, en bas des Kremlin-Bicêtre. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.